Mesdames, charmantes demoiselles, très heureux de retrouver pour une nouvelle analyse. Équipe qu'on n'est pas très heureux de retrouver, c'est cette équipe nationale du Sénégal. Mais comme on aime se faire du mal, on s'est quand même tapé les deux matchs. On va quand même un peu les débriefer. On va évidemment parler du 3-5-2 qui a phagocyté tout le débat public, alors que ça ne devrait pas forcément être le cas, mais c'est assez compréhensible parce que voilà, nouveauté, c'est pas inédit, parce que comme l'a rappelé plusieurs personnes, on l'a testé déjà avant la Coupe du Monde 2018. On va parler aussi de cette difficulté du Sénégal contre les blocs bas. C'est une difficulté assez récurrente, assez constante. On va aussi parler du bilan d'Aliou Cissé, dont tout le monde fait des zolos, tout le monde est évidemment assez dithyrambique, même si c'est pas évidemment tout le monde. On retire ce qu'on a dit, c'est pas tout le monde, c'est simplement une partie des spécialistes, des observateurs. Mais voilà, on va commencer avec ce système qu'a mis en place Aliou Cissé. Moi, je trouve que qu'on a fait des montagnes avec ça, parce qu'on va jamais le répéter assez. Les systèmes, c'est jamais le plus déterminant. Le plus important, le plus déterminant, c'est l'animation. Tous les coachs vont vous le répéter. Voilà, ce qui est le plus important, le plus déterminant, c'est les motivations, c'est les idées, c'est les convictions, c'est évidemment ce que tu veux mettre en place, comment tu veux l'exécuter et avec quel jour, quel profil tu vas l'exécuter. Est-ce que tu as des idées directrices, des fils directeurs pour évidemment mettre en place ce système? Est-ce que tu as de réelles motivations? Moi, quand j'entends Aliou Cissé me dire que ce qui lui a le plus motivé pour mettre en place ce système, c'est les absences de Wagué et de 6. Déjà, tu te dis, mais Wagué 6, c'est Marcelo, c'est Dani Alves. Alors que les mecs, ils n'ont jamais été assez fiables en équipe nationale du Sénégal. Moi, sincèrement, quand tu es coach de l'équipe nationale du Sénégal, d'une équipe évidemment comme le Sénégal, coach de cette envergure, tu peux trouver des explications voilà, beaucoup plus tangibles, beaucoup plus incontestables que ça. Moi, je suis tombé des nues quand j'ai entendu ça, et ça rend ça rend encore plus le débat assez inutile maintenant. Que ce soit en 3-5-2, que ce soit en 4-3-3. La finalité, évidemment, c'est d'avoir une bonne production, c'est de se créer un volume d'occasion assez conséquent, et il n'en a rien été. Évidemment, on a été assez indigeste sur le plan de la production, c'était très limité, c'était indigent. Franchement, que ce soit face au Congo, zéro tir cadré, que ce soit face à l'Eswatini, un seul but. Voilà, on a été très heureux. Voilà, le gardien qui fait n'importe quoi, et puis derrière Kouyaté qui en profite. Maintenant, maintenant est-ce qu'on a évidemment cette faculté pour jouer en 3-5-2? Est-ce qu'Aliou Cissé a le droit de tenter des choses? Évidemment que oui, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'en sélection, on dispose d'assez bons joueurs qui ont des caractéristiques assez disparates, assez différentes et assez intéressantes, qui permettent évidemment à tout coach, qui pourront permettre évidemment à tout coach, notamment à Aliou Cissé, de tenter des choses, d'évoluer dans plusieurs systèmes, dans plusieurs identités de jeu, dans plusieurs évidemment façons de jouer. Maintenant, la difficulté repose sur le fait d'aligner les joueurs selon leur complémentarité, selon leurs caractéristiques, selon leur potentiel. Et aujourd'hui, quand je vois qu'il aligne au fond de l'attaque Sadio Mané et Keita Baldé Diao, qui ont des caractéristiques relativement similaires, c'est-à-dire c'est des joueurs qui ont cette tendance naturelle à décrocher. Je me demande où est la complémentarité, où est la pertinence de ce soir. Quand je vois Sima en tant que piston, alors qu'il n'a pas les réflexes pour jouer à ce poste, je me demande où est la pertinence. Quand je vois qu'il aligne en même temps
Mbaye Diagne et puis Mamba Batiam, alors que c'est des joueurs qui ont quand même cette vocation à attaquer la profondeur, à évidemment fixer les défenseurs. Ils n'ont pas cette faculté pour venir décrocher et venir un peu chercher les ballons et essayer de les remonter pour trouver un attaquant qui part vers la profondeur. Il n'y a pas cette affinité technique-là, ce relationnel qui est assez incroyable. Donc on se pose évidemment des questions. Maintenant, moi, le souci que j'ai avec cette équipe, c'est que depuis 4 ans, on a les mêmes difficultés, on a les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes produisent évidemment les mêmes effets. Du coup, à chaque fois qu'on rencontre un bloc bas, on a énormément de difficultés à les manœuvrer. On éprouve énormément de problèmes à les bouger, à trouver la faille, à déverrouiller un peu ces équipes ultra regroupées derrière. On va juste prendre un match qui va être le point de départ. Ça va être ce match face au Cameroun en Coupe d'Afrique des Nations. On joue 120 minutes. On n'arrive pas à trouver la faille face à un bloc bas, une équipe qui était recroquevillée derrière. On a eu tous les problèmes du monde, évidemment. Et ça fait en fait, ça fait 4 ans qu'on voit aucun signe, aucune perspective de progression. Au contraire, c'est une équipe qui régresse assez, voilà, assez considérablement de façon inexorable. À chaque fois qu'on joue une équipe en fait, qui pose le bus, on se casse les dents parce que voilà, on a une circulation de balles qui est assez lente, on ne met pas de vitesse dans les transmissions, on ne change pas de rythme, il n'y a pas de changement voilà, de fréquence, c'est pas frénésique les attaques, c'est évidemment trop statique, c'est pas dynamique, ça bouge que très peu, ça manque de mobilité. On a du mal à remonter les ballons, on a du mal à avoir de la maîtrise et du contrôle au niveau de l'entrejeu, ça manque d'inspiration, ça manque d'inventivité, on a du mal à trouver nos milieux entre les lignes, ils ont même cette tendance à devoir décrocher très bas pour venir chercher les ballons sur les pieds, dans les pieds des centraux pour pouvoir les remonter. Sur les côtés, on manque de percussion, ça manque de débordement, les attaquants manquent évidemment de munitions, donc du coup c'est très difficile de marquer des buts et de faire exploser les verrous adverses. Ça a été le cas face au Maroc, ça a été le cas face à l'Algérie, ça a été le cas face au Congo, face à l'Eswatini, et dans beaucoup de matchs où vraiment on a été confronté à ce type de contexte-là où l'adversaire vient et pose le but. Donc voilà, c'est une problématique assez récurrente et Aliou Cissé n'arrive toujours pas à trouver la clé par rapport à ça. Maintenant, sans transition, elle va évidemment parler du bilan d'Aliou Cissé que tout le monde décrit comme étant reluisant parce que voilà, avant qu'il arrive, on était assez régulier, on se qualifiait un coup en Coupe d'Afrique des Nations, un autre coup, on n'était pas qualifié. Il fait cette Coupe du Monde après 16 ans d'absence. Évidemment, mais voilà, moi je trouve que c'est un bilan assez mensonger qui est un peu dû à des circonstances qu'on pourrait aussi qualifier d'accidentelles, évidemment, parce que voilà, on va me dire qu'il s'est qualifié en Coupe du Monde, qu'il a fait comme finale de Coupe d'Afrique des Nations, mais dans quel monde c'est un exploit de se qualifier en Coupe du Monde dans un groupe où il y avait l'Afrique du Sud qui est complètement à la ramasse pour les suiveurs du football africain. Ils savent ce dont je parle. Dans quel monde c'est un exploit de se qualifier dans un groupe où il y avait le Cap-Vert, avec tout respect que je leur dois évidemment, avec le potentiel qu'on a, le dispositif qu'on a, le matériel dont dispose Aliou Cissé. Dans quel monde c'est un exploit d'aller en finale en finale de Coupe d'Afrique des Nations alors que tu avais un boulevard, un chemin tout tracé où tu as le Bénin, première fois quart de finaliste en Coupe d'Afrique des Nations, où tu rencontres la Tunisie qui était assez horrible sur le plan du jeu, la Tunisie évidemment dans les URS, où voilà, tu as des faits de jeu qui te sont assez favorables, les pénaltys non sifflés, etc. On ne va pas refaire le débat sur l'arbitrage, mais ça avait fait assez grincer des dents.
alors que tu as quand même le meilleur effectif du côté de l'Afrique. Quelle équipe a Edouard Mendy, Gomis comme gardien de but? Quelle équipe a Koulibaly? Quelle équipe a Krépin Diatta? Quelle équipe a Sadio Mané de façon concomitante sur toutes les lignes? On regorge de joueurs d'une très grande qualité et qui jouent dans les meilleurs championnats du monde et qui jouent les premiers rôles dans leur championnat. Donc évidemment, le bilan, il est assez mensonger, voilà, il est reluisant comme ça sur le papier, etc. Mais quand on va évidemment creuser, mais sur le fond des choses de façon assez substantielle, on se rend tout de suite compte que le bilan, il est pas ce qu'il paraît être. Maintenant, difficile quand même de trouver des motifs pour renvoyer à l'UCG. Je pense qu'il va faire cette Coupe d'Afrique des Nations qui va évidemment être sa dernière chance. Mais l'erreur, ça a été de le prolonger juste après la CAN 2019. Je pense que jusqu'après, fallait se dire, OK, stop, on en a fini avec toi, on va voir autre chose. Et voilà, partir sur un nouveau projet. Maintenant, voilà, on souhaite évidemment qu'on gagne la Coupe d'Afrique des Nations parce qu'on a une génération assez incroyable et que si on ne la gagne pas dans cette Coupe d'Afrique qui arrive, ça va être quand même difficile parce que les autres équipes, ils ne dorment pas et ils ont de plus en plus, eux aussi, elles aussi, des générations assez incroyables et ça bosse, ça bosse. Donc voilà, moi, cette équipe m'exaspère, ça mérite vraiment. Mais c'était un peu tout pour ce débrief. On se retrouve pour une nouvelle analyse très prochainement. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager et n'oubliez pas, football plaisir, c'est ici que ça se passe. Abonnez-vous aussi, c'est très important.